Ce qu'il faut savoir, c'est que l'organisme, lorsque tu consommes de la nourriture, tu vas manger par exemple des chips, Joker. Tu vas mâcher. Parce que voilà, il faudrait que tu puisses avaler ça de manière beaucoup plus convenable. Tu vas pas avaler juste les chips comme ça. Oui. Ça peut se bloquer quelque part dans ton œsophage et puis ça t'étouffe. Donc tes dents sont là pour t'aider à mastiquer. Donc tu mastiques jusqu'à ce que ça devienne comme une forme de pâte. Ensuite, tu avales. Maintenant, même dans la bouche, déjà, il y a des enzymes qui vont être sécrétées pour t'aider à mâcher ça facilement et à commencer déjà le processus de la digestion. Lorsque tu vas avaler, ça va passer dans ton œsophage, ça va arriver dans ton estomac. L'estomac va encore rendre ça vraiment encore plus pâteux. Ça va transformer ça en ce qu'on appelle un chyme. Parce qu'il y a l'acide dans l'estomac. Donc l'estomac va produire cet acide qui va encore broyer davantage les chips en question. Alors maintenant, ça va passer dans les intestins. Toutes les phases de l'intestin, le petit intestin, le gros intestin, jusqu'au rectum, jusqu'à l'anus où ça va sortir les déchets. Sauf que dans ce chemin-là, donc, l'organisme doit prélever dans ces chips des substances qui lui permettent de se nourrir. Parce que l'organisme ne peut pas se nourrir avec les chips. Donc l'organisme a besoin de prélever ce qu'il y a dans les chips comme substance pour se nourrir. C'est ça qu'on appelle les nutriments. Donc ces nutriments, ça peut être le sodium, ça peut être le calcium, ça peut être tout ce que vous voulez. Et surtout de l'énergie. Et l'énergie, c'est quoi? C'est le sucre. Dans l'organisme, c'est le glucose. Alors, maintenant, toutes les cellules de l'organisme ont besoin du sucre pour fonctionner. Ont besoin du glucose. Parce que c'est un peu ça que l'énergie, c'est ça la force. Donc, si cette cellule-là n'ont pas de force, ces cellules ne peuvent pas fonctionner. Sauf que ce sucre-là, c'est sous forme de glucose que l'organisme l'utilise. C'est pour ça que l'organisme le stocke aussi. Parce que l'organisme sait que tu ne vas pas manger tout le temps. Donc, quand tu manges une quantité importante de sucre, l'organisme stocke cela. Et quand tu ne manges pas, l'organisme va prendre une partie de ce qui a été stocké pour pouvoir l'utiliser le temps que tu puisses manger à nouveau. Et si l'organisme se rend compte que tu as trop duré sans manger, que peut-être la quantité de sucre diminue, l'organisme va te provoquer le réflexe de famine pour te dire que mon type, il n'y a plus d'énergie. C'est mauvais. Alors, on est déjà dans les réserves, tu vois. Donc, ça stocke ça sous forme de glycogène. Et là, le stockage se fait en général dans le foie. Maintenant, si à un moment donné, l'organisme a fini d'utiliser les réserves et tu ne manges pas toujours comme il faut parce que l'apport est inférieur par rapport aux besoins, l'organisme va commencer à utiliser d'autres formes de substances ou alors de tissus que tu as dans l'organisme pour produire ce sucre-là. Et c'est là où l'organisme va commencer à prendre les graisses et transformer les graisses là en sucre. En glucose. Voilà, en glucose. Et c'est ça qui va faire que tu perdes du poids aussi. Parce que comme les réserves de sucre direct sont finies, il faut que l'organisme aille prélever les graisses, transformer les graisses là en sucre pour pouvoir fonctionner. Alors, ce qui se passe donc, c'est que pour que le sucre entre dans les cellules et fasse fonctionner les cellules, ce sucre a besoin d'une substance, d'une hormone qui s'appelle l'insuline. Donc, c'est l'insuline qui va dire au sucre que bon, comme tu es déjà dans le sang là, viens, je t'amène dans la cellule. C'est l'insuline qui prend le sucre dans le sang pour l'amener dans la cellule. S'il n'y a pas l'insuline, le sucre va rester dans le sang. Le sucre ne pourra pas entrer dans la cellule. Et cette insuline est produite donc par une glande qui s'appelle le pancréas. Donc, ce qui se passe donc, c'est quoi? L'insuline prend le glucose et amène le glucose dans la cellule. L'insuline contribue aussi à faire que le glucose soit stocké pour que ce soit réutilisé au besoin. Alors, ce qui se passe donc, c'est quoi? Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. La première chose qui peut se passer, c'est que la quantité d'insuline peut diminuer. Ça veut dire qu'on peut se retrouver dans un cas de figure où l'insuline, il n'y en a plus assez. Ce qui fait qu'il y a le sucre dans le sang, mais ce sucre ne peut pas entrer dans les cellules parce que la quantité d'insuline n'est pas suffisante. Ça cause un diabète. Parce que le sucre va rester en quantité très importante dans le sang et n'aura pas la possibilité d'entrer dans les cellules. Donc, ce qui fait que vous allez avoir à manger, mais vous ne pouvez pas manger parce que ce qui permet aux cellules de manger est absent. Et quand vos cellules n'ont pas de sucre, qu'est-ce que ça va entraîner? Vous allez commencer à être fatigué,
vous allez commencer à maigrir. Là, je vous donne déjà les symptômes du diabète progressivement. C'est ça qu'on appelle en médecine la physiopathologie, dont j'explique comment on part de l'aspect normal jusqu'à l'aspect anormal. Donc, on peut avoir un problème de glucose, d'insuline, pardon, qui n'est pas en quantité suffisante. On peut avoir un problème lié au fait que les cellules résistent à l'insuline. Ça veut dire que l'insuline vient avec le glucose et veut que le glucose entre dans la cellule. Mais la cellule empêche au glucose d'entrer. Parce que pour que le glucose entre dans la cellule, il faut qu'il y ait un récepteur qui accepte que l'insuline lui permette d'entrer. Mais le récepteur là ça bloque. Et ça empêche que l'insuline entre avec le sucre. Qu'est-ce qui peut causer? Ça peut être l'obésité, par exemple. Ça peut être un peu trop de graisse. Tu vois. Ça peut aussi être même certaines infections qui font en sorte que ça bloque, ça empêche que cela entre. Donc, voilà un autre mécanisme qui peut entraîner un diabète. C'est que là, ce n'est plus que l'insuline a diminué. Justement. Il y a toujours une bonne quantité d'insuline, mais ça bloque au niveau des récepteurs des cellules. Ça peut être au niveau du pancréas. Le pancréas peut avoir un problème. Ça veut dire que soit le pancréas est attaqué par une infection, et du coup, comme c'est lui qui produit l'insuline, il n'arrive plus à produire une quantité suffisante. Soit le pancréas souffre d'un cancer. Il y a le cancer du pancréas. Justement. Et le pancréas commence à produire peut-être des quantités peut-être trop importantes ou alors plus faibles d'insuline. Donc, il y a vraiment beaucoup de mécanismes. Ça peut être des maladies auto-immunes. Et que l'organisme s'attaque au pancréas. Ou alors l'organisme s'attaque à ses propres cellules qui font en sorte que les récepteurs ne soient plus capables de pouvoir faire en sorte que le sucre entre grâce à l'insuline. Donc, il y a beaucoup de mécanismes. Je vais pas entrer dans trop de détails techniques, ce serait inutile. Donc, ce que je veux donc dire ici, c'est que l'un des meilleurs moyens, et comme quelqu'un le disait, on est ce qu'on consomme en fait. On est ce qu'on mange. L'aliment, c'est le premier médicament de n'importe qui. Donc, pour prévenir des maladies comme le diabète, l'un des meilleurs moyens, c'est de soigner son alimentation. Et j'ai déjà donné quelques éléments tout à l'heure. C'est l'hydratation. C'est de réduire au maximum la quantité de certaines substances qu'on consomme. Trop de graisse. Parce que c'est la graisse, en fait, qui est beaucoup plus importante. Et là, on revient sur la viande, on revient sur le lait, on revient sur tout ce qui a une teneur en graisse très importante. On a le sucre, forcément, parce que c'est aussi un facteur qui est important. Mais dans le diabète, ce qui est plus important, c'est la graisse, c'est pas le sucre. Un autre élément important, c'est l'activité physique. Oui, parce que quand tu pratiques une activité physique régulière, ça permet à tes organes, ça permet à tes cellules de fonctionner de manière plus optimale. Et ça réduit le risque que tu te retrouves dans une situation où les cellules ont des récepteurs qui n'acceptent plus l'insuline et tout le reste là. Donc, si j'ai un conseil à donner en amont, c'est-à-dire à ceux qui n'ont pas encore de diabète, c'est de comprendre que l'alimentation, très importante, à adapter forcément en fonction de son contexte, en fonction de sa situation. L'activité physique, très importante. Dans l'alimentation, je mets l'hydratation et tout ce qui va avec. Et forcément, il y a le paramètre génétique qui intervient. Donc, si tu as des parents qui étaient diabétiques ou qui sont diabétiques, ta probabilité de l'être est plus importante, donc tu dois faire plus attention. Maintenant, si tu es déjà diabétique et tu veux une prise en charge optimale, moi, je recommande nos structures hospitalières qui ont des professionnels de santé, que ce soit des endocrinologues ou alors des diabétologues qui sont vraiment spécialisés dans la prise en charge du diabète, qui peuvent vous prendre en charge de la meilleure des manières possibles et de suivre juste les consignes de votre médecin. Et bien sûr, de continuer de pratiquer une activité physique, de manger de manière convenable, en plus de la prise en charge qui aura été recommandée par le professionnel de santé. Ok, ça c'est une masterclass, quoi. Ça c'est vraiment du lourd. C'est assez bien expliqué parce que c'est une question qu'on essaie de comprendre pour le premier cas. Si on se dit que, ok, voilà le sang, voilà le sucre dans le sang. Voilà l'insuline, voilà les cellules. C'est un peu comme quand tu pars dans un restaurant, il y a le serveur, le cuisinier à la cuisine, il y a toi qui viens manger, il y a le serveur qui se charge de prendre de la nourriture à la cuisine. Il perd le temps. Tu commences tu dis que monsieur. Oui, qu'est-ce qui se passe? Je vois, et pour tous les autres. On doit se battre pour que la transition soit fluide. Voilà. C'est pour ça que pour faire, par exemple, le test qu'on fait pour savoir si vous avez un diabète, c'est le test de glycémie, qui est le taux de sucre dans le sang. Donc, on mesure ce taux-là pour voir exactement à combien c'est. C'est ça qui nous permet de savoir si l'insuline fonctionne normalement ou pas. Oui, maintenant, il y a d'autres examens qu'on peut faire, comme l'hémoglobine glyquée, comme tout autre examen, pour mieux comprendre, en fait, le type de diabète que vous avez, comment ça évolue, ainsi de suite. Oui, mais moi, ce que je recommande en prévention, vraiment, c'est l'alimentation, c'est l'activité physique. Ce sont les éléments les plus importants. Oui. Même quand on en souffre déjà,
sont des éléments qui peuvent être d'une très grande utilité. Est-ce qu'on en guérit? Alors, je ne peux pas répondre de manière péremptoire ici. Je ne peux pas dire qu'on ne guérit pas. Je ne peux pas dire qu'on guérit. Je vais expliquer. Parce que je vais prendre un exemple. Il y a des diabètes qui guérissent définitivement, comme par exemple le diabète gestationnel que les femmes enceintes ont. C'est un diabète qui est dû à la grossesse. Et ça peut guérir définitivement après la grossesse. C'est vrai qu'après, ça augmente la probabilité que vous puissiez développer un diabète après, mais si c'est bien pris en charge, ça peut guérir définitivement. Moi, je connais des personnes qui souffraient de diabète et c'est fini. Parce que peut-être ça a été diagnostiqué très tôt. Et puis, elles ont eu à prendre des mesures vraiment drastiques dans leur manière de s'alimenter, dans leur manière de pratiquer l'activité physique, dans leur manière d'entretenir leur corps, qui a fait en sorte que finalement, elles ne soient plus dépendantes des traitements purement médicaux. Maintenant, pour d'autres personnes, ce n'est pas avec la même facilité. Encore qu'il y a une composante génétique qui intervient aussi, qui joue un rôle très important. Il y a d'autres qui prennent des traitements à vie, qui sont obligés de les prendre pour pouvoir rester en bonne santé. Donc, je ne peux pas dire de manière péremptoire, ça s'est guéri, ça ne s'est guéri pas. Il y a aussi la médecine traditionnelle qui joue aussi un rôle très important. Il y a des thérapies traditionnelles qui ont une très grande efficacité sur la prise en charge du diabète. Le problème qu'on a avec les traitements traditionnels, c'est le fait qu'il y a déjà trop de charlatans. Qui font en sorte qu'on ne reconnaisse plus vraiment la réelle valeur que cela représente, alors que ça joue un rôle très important aussi dans la prise en charge lorsqu'on maîtrise comment utiliser les plantes, la nature pour se soigner. Donc, il y a nos briseurs de porc, nos mamans qui font les beignets, en fait, parce que tous les commerces qui tournent avec tout de l'huile. Généralement, ils utilisent la même huile. Déjà, est-ce que l'huile raffinée est recommandée pour avoir une bonne santé? Et ou encore, est-ce que nos huiles traditionnelles, l'huile rouge communément appelée, aussi est recommandée pour entretenir une bonne santé? Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les attitudes qu'on peut prendre vis-à-vis de cette huile-là? Comment est-ce qu'on peut exploiter cette huile-là pour rester en bonne santé? Alors, le problème avec l'huile, comme avec n'importe quel autre produit industriel, c'est que du moment où ça devient industriel, ça devient dangereux pour la santé si ce n'est pas contrôlé. Qu'importe le type d'huile. Parce que, j'aime toujours le dire, l'huile provient des matières premières. Par exemple, on va avoir une huile qui va être produite à base d'arachide. Il y a une huile qu'on va produire avec le soja. Et une huile qu'on va produire avec les noix de palme, et ainsi de suite. Donc, il y a d'abord la matière première qui découle de l'agriculture. Mais le problème qui se pose, c'est que l'agriculture, là, se fait comment? Parfois, ça se fait en utilisant des produits qui sont déjà à la base dangereux pour la santé. Parce qu'on veut produire des quantités très importantes. Parce qu'on veut produire de façon industrielle. Donc, du coup, on se retrouve avec des noix qui sont dangereuses pour la santé. Quand on regarde la manière dont c'était produit, on se retrouve avec des arachides qui sont dangereuses pour la santé. Parce que la manière dont cela a été cultivé a été fait avec des produits qui sont eux aussi toxiques. Donc, ce qui fait que pour d'abord faire l'huile, on a déjà des produits à la base qui sont déjà dangereux. Et comme si ça ne suffisait pas, pendant la production ou pendant le processus de transformation dans les usines, on utilise encore des produits dangereux. Ça veut dire, on a envie d'avoir une grande quantité d'huile en utilisant un peu d'arachide. On va utiliser des produits dangereux. On va ajouter d'autres intrants dangereux. Ce qui fait qu'au final, on va se retrouver la plupart des fois avec un produit industriel qui est déjà dangereux parce que trop transformé, parce qu'on a utilisé trop de produits chimiques à l'intérieur. Et comme si tout ça ne suffisait pas, ces huiles vont être utilisées en cuisine sans respecter certaines consignes. Parfois, on va trop chauffer. Parfois, on va utiliser trop longtemps. Parfois, on va trop réutiliser la même huile, ce qui contribue davantage à rendre tout ça dangereux. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus consommer? Non. Mais il faudrait quand même avoir une certaine attitude alimentaire et diététique qui permet de pouvoir, même lorsqu'on a consommé ce qui est dangereux, pouvoir l'éliminer assez facilement. C'est pour ça que l'activité physique est fondamentale. Parce que la question que chacun doit se poser, c'est, étant donné que ce que je consomme est dangereux, comment je fais pour éliminer ça de mon corps?
tu regardes directement, on élimine par quoi? On peut éliminer par la peau, qui a une fonction d'excrétion, qui peut être la sueur. Comment on fait pour que la sueur coule? Il faut faire une activité physique, il faut bouger. Ça permet d'enlever une grande partie. Quel est l'autre moyen par lequel on peut enlever cela de notre organisme? Par les urines. Comment faire pour que les urines soient de qualité? Il faut boire beaucoup d'eau. Quand tu bois beaucoup d'eau, les urines seront de qualité. Ça va permettre d'enlever une bonne partie. Ça va permettre aussi même que la sueur aussi, parce que la sueur même, c'est aussi de l'eau. Et vous allez remarquer, quand vous ne vous hydratez pas bien, votre sueur sent plus mauvais. Oui, elle est plus concentrée parce que le corps ne veut pas faire sortir de l'eau en fait. Donc si tu fais beaucoup de sport et tu ne bois pas beaucoup d'eau, étant donné que tu vas transpirer, le corps ne veut pas que l'eau sorte de l'organisme parce que ton corps il fait d'eau. Un enfant par exemple, un nouveau-né a plus de 90% d'eau. Et plus on grandit, plus la proportion diminue, mais de toutes les façons, on est toujours dans les 50-60%. Donc l'organisme ne veut pas faire sortir cette eau et concentre dans la sueur. C'est pour ça que la sueur va être plus salée. Et ça va faire que le corps même sente plus mauvais. Donc l'hydratation est fondamentale pour pouvoir éliminer ces mauvaises toxines qu'on consomme avec ces huiles et tous ces autres aliments. Il y a aussi les fécès. Ça veut dire que les sels, il faut donc pouvoir à la fois s'alimenter aussi en utilisant des fruits qui vont permettre à ce que la digestion soit beaucoup plus facile. Il faut boire beaucoup d'eau, il faut pouvoir espacer les repas. Donc, moi, je ne vais pas aller dans la logique de ça, c'est dangereux pour la santé. Moi, je n'ai pas envie d'entrer dans ce discours-là. Tout est dangereux. Parce que à l'ère industrielle, tout est dangereux. Ça, c'est clair. Tout, parce que tout le monde veut gagner de l'argent. Je n'ai pas envie d'entrer dans comment on fait l'huile. Ça va commencer à avoir, les gens auront peur pour rien. Alors qu'en fait, on ne peut pas échapper à ça. Personne ne peut dire désormais qu'il va plus consommer l'huile, qu'il va plus consommer l'huile raffinée ou l'huile d'arachide ou l'huile de ceci. Mais par contre, chacun peut se dire, d'accord, étant donné que c'est une huile raffinée, voici comment il faut l'utiliser. Il faut pas qu'on utilise trop la même huile. Il faut pas qu'on chauffe à une température trop élevée. Parce que quand c'est même trop chauffé, ça détruit même les nutriments, surtout lorsqu'on a des vitamines qui sont hydrosolubles, qui vont partir avec les aliments, notamment avec les légumes, les fruits et tout ce qui va avec. Donc moi, je ne veux pas entrer dans un discours qui fait peur aux gens. Je veux que les gens comprennent qu'on est déjà dans un monde qui est biaisé, dans un monde où presque tout est mauvais parce que tout a été industrialisé. Donc soit vous contrôlez vous-même votre production. C'est-à-dire que c'est toi qui fais toi-même ton agriculture, tu sais que tu n'utilises pas les pesticides, tu sais que tu utilises vraiment l'engrais biologique, que tout est correct, tu transformes simplement, naturellement, la pression à froid et tout ce qui va avec, fait maison. Là, peut-être on peut dire que tu contrôles ce que tu fais, mais étant donné que tu vas aller dans un marché, tu vas acheter des choses faites par des gens que tu ne connais pas, dans des conditions que tu ne connais pas, sache que tu dois te concentrer sur comment j'élimine ça. Oui. Et au moins là, tu as un contrôle dessus. Tu peux décider de faire une activité physique régulière. Tu peux décider de boire beaucoup d'eau. Tu peux décider de boire une eau de qualité parce que tu sais comment faire pour la filtrer ou alors pour l'avoir en de meilleures conditions. Oui. Moi, je propose plutôt que les gens se concentrent. Peut-être c'est mon côté stoïque aussi qui me pousse à penser comme ça. Parce que au lieu de se concentrer sur ce que tu ne peux pas contrôler, au moins tu peux te concentrer sur les actions que tu peux poser toi-même pour pouvoir te garantir que tu auras une bonne santé. Moi, je retiens déjà que on peut se dire que peut-être c'est l'huile rouge qui est bien, or que on ne sait pas comment les gars ont piétiné ça. Non, l'huile rouge d'abord, c'est une très bonne huile. Oui. Par nature, si on enlève tous les côtés purement industriels, c'est une très bonne huile. C'est une huile avec laquelle on a grandi quand même. Je pense que je fais un coucou aux cookies, un coucou à tous nos mets traditionnels qui nous ont bercés depuis l'enfance. Mais le problème qui se pose, c'est lorsqu'on entre dans une pratique purement industrielle, intensive, qui fait qu'on est obligé de tricher. Donc, on est obligé d'utiliser des substances, obligé de mélanger, obligé au final, on se retrouve. Et c'est une qu'on importe même déjà. Oui, parce que regarde le problème avec l'huile rouge. Ce que les gens ne savent pas, c'est que parfois, pour que la quantité soit plus importante, on prend l'huile rouge, on chauffe. Parce que quand on chauffe, oui. Dès qu'on chauffe, on remet dans des bouteilles. Je vais te demander de faire une expérience. Si tu prends 1 litre d'huile rouge, tu chauffes, la quantité va augmenter. Oui, la quantité augmente parce que l'huile rouge, en fait, sa particularité, c'est que quand il fait froid, le volume diminue. Le volume diminue. C'est pour ça que c'est l'une des meilleures huiles en industrie. Parce que sa logistique est plus facile. Tu vois, si tu as peut-être l'huile d'arachide, quand l'huile d'arachide est au rayon, qu'est-ce qui se passe? L'huile d'arachide reste liquide. Alors que l'huile rouge a la capacité de devenir solide.
Tu vois pourquoi les bidons là, Oui, gonflent justement. L'huile souvent. rouge devient Souvent, solide quand avec le protéine. froid. Oui. Donc, ça fait que si moi j'ai 1 litre d'huile d'arachide que je dois transporter pour amener, du moins, pour apporter ça en France, et que quelqu'un d'autre a 1 litre d'huile de palme, en fait, il va payer moins. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'huile de palme, là, a la capacité de pouvoir devenir solide. Oui. Et quand ça devient solide, ce qu'on fait, c'est que les gens, en général, ils chauffent. Quand ils chauffent, ça devient prend le volume. liquide, ça prend une quantité plus importante, et on peut mettre ça dans plus de contenants, et parfois on dilue encore, Oui. tu vois. Oui. Et le problème, c'est que à chaque fois qu'on chauffe là, ça dénature l'huile, en fait. Ça dénature l'huile, ça fait en sorte que l'huile commence à produire des substances qui sont dangereuses pour la santé. Et au final, mais c'est comme ça qu'on utilise cela en industrie. Il y a beaucoup de marques de chocolat qui sont fabriquées avec cette huile de cette façon.